Bienvenue dans le MAG, votre rendez-vous quotidien sur School TV, de l'orientation à la citoyenneté, à la santé, en passant par le bien-être. 30 minutes pour décortiquer un thème clé en rapport avec l'éducation. Et puis, comme chaque jour, focus sur une initiative. Et aujourd'hui, c'est en compagnie d'Agathe Delannoy. Bonjour Agathe. Bonjour Alix. C'est parti pour le sommaire. C'est la 35e édition de la presse et des médias dans l'école. Tous les élèves de la maternelle au lycée sont invités à explorer les coulisses des médias, comment se fabrique l'information, comment repérer une fake news. Ici, l'objectif est double, stimuler leur curiosité pour l'actualité tout en cultivant leur discernement et leur esprit critique. Et cette année, l'édition a pour thème l'info sur tous les fronts. Un thème raccord avec la période qui permet notamment de mettre en lumière le travail des journalistes en temps de conflit, qui plus est dans un contexte où l'information peut se révéler une arme redoutable. 3 professionnels émérites, grands reporters et enquêteurs sont avec nous pour partager leur expérience et leur vision du métier. Et dans ta loupe, Agathe, de quoi nous parles-tu ? Eh bien, je vous parle d'un atelier de radio et de podcast fait par des enfants. C'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Jean-Marie Montagny. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter, réalisateur de documentaires pour plusieurs chaînes nationales. Vous venez aussi de participer à un ouvrage, L'humain au centre du monde, aux éditions Serre. Bonjour Emmanuel Ravasi, avec nous par Skype. Vous êtes grand reporter également et vous venez de publier La face cachée des Mollahs aux éditions Serre. Et avec nous aussi Raphaël Ruffier-Fossoul, journaliste d'investigation, fondateur de l'Arrière-Cour et de la revue Chab. Vous avez quant à vous publié L'ennemi intérieur aux éditions Fayard. Pour commencer, j'aimerais rapidement vous demander à chacun pourquoi est-ce que vous engagez auprès des jeunes pour transmettre autour de votre profession, à commencer par vous, Jean-Marie. Parce que c'est très important de... Alors, transmettre, pourquoi transmettre ? C'est une question à la fois simple et très difficile. Transmettre d'abord parce qu'on transmet une passion et qu'on fait ce métier passionnément. Et qu'ensuite, je pense que la presse, le journalisme participe de la démocratie et qu'il est très important de montrer à ces jeunes qu'il faut qu'ils participent à la vie démocratique et à la vie du monde. Et donc, le journalisme fait partie de ça. Et qu'en est-il pour vous, messieurs ? Emmanuel, en premier peut-être ? Je dirais pas mieux en fait que Jean-Marie Montagny. En fait, la presse, le journalisme participe de la liberté d'expression. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans liberté d'expression, sans liberté d'informer. Et comment dire, le fait de transmettre en fait ces valeurs à des plus jeunes, c'est déjà les éduquer à apprendre, comment dire, l'un des piliers, l'un des fondamentaux en fait de la démocratie. Raphaël ? Peut-être quelque chose en complément ? Oui, mon engagement sur l'éducation aux médias, il s'est fait après Charlie Hebdo. Il y a quand même une révolution avec Internet de l'univers médiatique qui fait que, en fait, c'est une grande démocratisation de l'écriture. Il y a beaucoup plus de gens qui peuvent s'exprimer, mais ça demande des citoyens qui soient mieux à même de décrypter une information, de comprendre ce que c'est qu'un fait, de comprendre ce que c'est qu'une opinion. Il y a 25 ans, quand on a commencé tous les trois, l'essentiel de l'information passait par le biais de journalistes. Aujourd'hui, les jeunes qu'on rencontre s'informent avant tout sans journalistes. Et donc, c'est à la fois porteur de choses extraordinaires, mais en même temps, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des jeunes qui soient mieux formés pour comprendre ces informations et pour se faire effectivement leur avis de citoyen. Et puis la raison qui nous a remotivé à en faire, ça a été après aussi le mouvement des Gilets jaunes, le constat que beaucoup de rédactions étaient un peu déconnectées de ce mouvement, avaient du mal à comprendre parce qu'il y a une certaine homogénéité sociale dans les rédactions et pour moi, c'est ce que je dis à chaque fois que je vais dans une classe, c'est important que les journalistes soient à l'image de la société et donc on y va aussi pour créer des vocations, pour qu'on ait des journalistes capables de comprendre tous les pans de la société. Et Raphaël, justement, dans le cadre de cette semaine de la presse et des médias à l'école, quelle initiative est-ce que vous proposez aux élèves ?
Il y en a plusieurs. C'est-à-dire que moi, j'interviens d'une part avec mes médias et la revue de photo et de journalisme CHAB. On intervient dans des lycées. Là, j'étais hier dans un lycée à Montplaisir, dans un quartier du 8e arrondissement, pour créer leur revue de photo et de journalisme. Et donc c'était la première séance, donc c'était la conférence de rédaction, essayer de comprendre qu'est-ce que eux ils avaient d'intéressant à raconter sur leur vie, leur entourage, comment ils allaient pouvoir vérifier leur information. Et puis ensuite on fera intervenir d'abord une rédactrice en chef, puis après une photographe et enfin un graphiste pour les accompagner dans la réalisation de leur revue. Et puis quand même un mot parce que je m'investis avec mon média, mais je m'investis aussi avec le Club de la Presse de Lyon, qui est un regroupement de confrères, qui avait un club qui avait un peu presque périclité avec le Covid, en tout cas qui était en grande difficulté. Et en fait, on s'est réunis autour de ce club en disant ce qui peut faire sens à des confrères de travailler ensemble, c'est vraiment l'éducation aux médias. Et du coup, on a lancé vraiment beaucoup d'actions qui vont auprès vraiment des jeunes CM1, CM2 dans des centres sociaux de Rieux-la-Pape, des ateliers à radio à Villeurbanne. Là, j'ai entendu que vous alliez en parler aussi. Ça marche très bien, et dès le CP pour donner une culture média, et puis des interventions, y compris là qu'on est en train de construire dans un hôpital auprès de jeunes et d'adolescents atteints de cancer, et donc qui sont un peu coupés de la société, qui ont besoin de réinventer un projet. Par l'éducation aux médias, c'est aussi un moyen de les remobiliser, puis de leur présenter plein de gens et plein de potentiels. Jean-Marie, quelles sont les préoccupations des élèves? Est-ce que vous les voyez évoluer? Alors, oui, les préoccupations des élèves, déjà, c'est de comprendre comment... Enfin, moi, donc j'enseigne à des masters en journalisme, et je vois aussi des élèves en lycée, des élèves de première ou de terminale. Les préoccupations des élèves de lycée, puisque c'est eux qui m'intéressent le plus en réalité, c'est de comprendre le monde dans lequel ils évoluent. Alors c'est vrai que moi, je ne mets pas en place d'initiative particulière concernant les élèves. En revanche, je crois qu'ils sont très friands de comprendre et de voir des reporters qui rentrent de reportages, qui leur expliquent un conflit, qui leur expliquent une actualité, qui leur expliquent comment on fabrique une information, parce que c'est vrai qu'entre l'information et la désinformation, parfois, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est ça. En fait, ce qui les intéresse, c'est le monde tel qu'il fonctionne, tel qu'il avance, et tel qu'on peut l'expliquer sans leur dire ce qu'ils doivent en penser, c'est-à-dire leur donner les clés de compréhension. Emmanuel, qu'en est-il de votre point de vue? Est-ce que les jeunes, vous les sentez inquiets peut-être pour la liberté de la presse et plus globalement pour la liberté d'expression? Est-ce que vous voyez des préoccupations changer, évoluer? Écoutez, enfin, moi je suis pas mal de jeunes tout au long de l'année qui veulent, pour un certain nombre d'entre eux d'ailleurs, devenir en fait journalistes ou grands reporters. Je vois qu'ils sont très connectés. Ça rejoint ce que disait en fait Raphaël tout à l'heure. Par le biais en fait des réseaux sociaux, ils sont extrêmement informés, mais en bien comme en mal. En fait, moi ce que je constate surtout, c'est que au-delà des angoisses possibles qu'ils pourraient avoir, c'est surtout en fait qu'ils n'ont pas toujours la bonne compréhension en fait du monde. Et moi j'essaye beaucoup de les sensibiliser aussi au fait d'aller chercher l'information ailleurs que sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Je pense qu'aujourd'hui c'est très important de sensibiliser nos jeunes à la lecture. Je vais vous donner un exemple parce que ça m'est arrivé juste avant l'émission. Une jeune fille qui passe son baccalauréat pour son oral en fait de bac va travailler en fait sur l'Afghanistan, présenter un projet sur l'Afghanistan. Et je lui posais la question de savoir si elle avait entendu parler de Joseph Kessel. Notre génération, on lisait Joseph Kessel en 4e, je m'en souviens très bien, c'était le Lion d'ailleurs. Elle m'a dit « Ah ben non, écoutez, j'ai jamais entendu parler de lui ». C'est un exemple que je donne, je l'ai entendu 10 fois, 15 fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'apprend plus en fait à nos jeunes, certaines grandes références en fait de la littérature, notamment en fait journalistique, là où on nous les apprenait à nous en fait donc en 4e ou en 3e en fait à l'époque. Et je pense que le retour et la sensibilisation en fait à la lecture, à la découverte par autre chose que par Internet, c'est un point de vue, c'est extrêmement important. Ce que dit Emmanuel, c'est très important parce que vous savez qu'avec nos outils connectés, nos téléphones, on absorbe, on ne digère pas, mais on absorbe autant d'informations en une seule journée qu'un adulte tout au long de sa vie au 19e siècle.
Donc ça fait une macédoine qu'on ne digère pas. Et donc il est très important de savoir ce qu'on lit, de retourner aux bonnes sources. Et effectivement, la lecture, c'est quelque chose de primordial. Et que des élèves, moi j'ai des élèves en école de journalisme qui connaissent ni Kessel ni Albert Londres. Et pourquoi typiquement le fait de lire Kessel, ça participe à la construction d'un bon journaliste ? D'abord parce que c'est de la belle littérature et que quand on veut faire du journalisme écrit, c'est pas désagréable de bien écrire, ça c'est une chose. Et ensuite, ça donne peut-être, quand on parle de journalisme, on parle de la rigueur, on parle de toutes les vertus démocratiques dont on vient de parler tout à l'heure, la liberté de l'information, mais c'est aussi peut-être le goût de l'aventure et de la découverte. Et Kessel était un magnifique aventurier. Justement, quel regard vous portez aujourd'hui sur, vous évoquiez Raphaël, notamment les jeunes, la manière dont on va s'informer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on s'informe avec des personnes qui prennent la posture de journaliste sans l'être. Quel regard vous avez sur ces jeunes-là et cette manière de consommer l'info aujourd'hui ? Moi, je suis évidemment d'accord avec mes confrères pour lire les grands classiques, mais c'est vrai qu'il y a la manière de s'informer des jeunes, elle est quand même vraiment en décalage par rapport à ce que nous on peut connaître, ce que les enseignants peuvent connaître, et je crois pas trop au discours d'injonction qui serait de leur dire c'est pas bien votre manière d'informer, faut vous abonner au Monde, faut relire le journal papier qui était nos habitudes, parce que en réalité ça fonctionne pas. Mais en revanche, il y a un vrai besoin pour eux de comprendre comment fonctionnent les mécaniques de l'information. Je donne un exemple, j'étais à Rieux là, il y a quelques semaines. Après, là, c'était des CM1, CM2. Je leur demande est-ce que les journalistes mentent ? Et réponse unanime, la dizaine de gamins qui étaient là, ah bah oui, les journalistes mentent, les médias mentent, ils répètent ce qu'ils entendent chez eux. Hein. Pour eux, c'était... il y avait pas de, c'était une réponse spontanée et juste ça paraissait une évidence quoi. Et je leur ai demandé derrière, et par contre Google, est-ce que Google ment ? Réponse pareille, tout aussi spontanée. Ah bah non, pourquoi se mentirait ? On pose une question, Google nous répond. Quel est le problème ? Et en fait, on a travaillé sur ces questions-là. On a tout un tas de jeux de rôle pour les mettre en situation aussi. Et en fait, après une petite demi-heure, ils ont tout à fait compris le rôle d'un journaliste, pourquoi il vérifie des informations. Ce que je fais aussi beaucoup dans les classes, c'est suffit pas de parler de fake news, des informations. Je dis, mais qui essaye derrière de vous manipuler ? Quels sont les intérêts ? Et en fait, assez vite, ils les trouvent. Hein, et ils comprennent qu'il y a des intérêts commerciaux, qu'il peut y avoir des intérêts diplomatiques étrangers, qu'il peut y avoir des intérêts politiques. Et en fait, quand on les fait participer, en fait, ils comprennent très bien, mais simplement, je vois que c'est des choses que les enseignants ont du mal à formuler parce que eux-mêmes, les enseignants, rarement ils s'informent sur TikTok, hein, moi non plus. Mais il y a quand même besoin de comprendre, en fait, quel est le rôle d'un journaliste. Le journaliste, il est là pour établir les faits qui permettent au débat démocratique d'avoir lieu. Et Jean-Marie, selon vous, d'où vient la défiance à l'égard des médias ? Alors, une chose, d'abord, pour rebondir sur ce que vient de dire Raphaël, il a raison. Moi, j'ai toujours entendu dire, il ne faut pas qu'à mon âge, on répète ça, c'était mieux avant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plusieurs sources d'informations. Il faut puiser à la source. Il faut trouver le bon équilibre. En revanche, c'est pas parce que ça a le goût, l'odeur et le rythme de l'information que c'est de l'information. D'où vient la défiance des médias ? Alors, très simplement, d'abord, quand on regarde... il se trouve que moi j'ai été le directeur du Figaro Magazine, j'ai été le directeur du Parisien et d'Aujourd'hui en France. J'ai quitté ces journaux quand ils ont été repris par de grands groupes industriels. Et c'est vrai que la presse aujourd'hui appartient à des groupes industriels. Très sincèrement, je n'ai jamais eu ni de la part de Dassault ni de la part du groupe LVMH la moindre pression sur n'importe quel sujet, la moindre. J'ai préféré partir avant. Ça, c'est un choix. Alors, c'est vrai qu'on se méfie de ça aussi. On a souvent l'impression aussi, tout à l'heure, Raphaël parlait des gilets jaunes, mais on pourrait parler aussi de la crise Covid. On a souvent l'impression que les gens vont à une source d'information, entre guillemets, puiser ce qui viendrait conforter leur propre croyance. Oui. L'information n'est pas une croyance. L'information n'est pas une croyance. On établit des faits, tout simplement. Et ça, c'est quoi ? C'est un phénomène nouveau ? Oui, c'est peut-être un phénomène par nouveau. les réseaux. Parce que d'abord, tout le monde a l'impression maintenant, avec un smartphone et un site, de pouvoir faire de l'information. L'information, c'est pas une science exacte. On n'a pas un code civil ou on n'a pas une encyclopédie médicale, mais enfin, ça répond quand même à quelques règles. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on publie quelque chose qu'on fait de l'information. Ça, c'est une chose. Maintenant, cela dit, d'où vient cette défiance ? Très sincèrement, moi, j'appartiens à cette génération qui croyait que le monde lui appartenait. On a fait n'importe quoi, n'importe comment.
Nous avons même, nous, dans les grands journaux, il y a eu un tas de fake news, on s'est emballé, alors dans les faits divers, en économie, en politique, enfin il y a un tas d'affaires dans lesquelles la presse s'est emballée et on s'est ridiculisé. Et c'est vrai aussi que très souvent aujourd'hui, et c'est pour ça tout à l'heure c'était pas mieux avant, mais en tout cas il y a une chose qui était mieux avant, c'est qu'on faisait pas de journalisme assis. Quand on avait besoin d'une information, on se levait, on sortait du bureau et on allait la chercher. Ah oui. Aujourd'hui, on fait beaucoup de journalisme assis. Et les gens en ont peut-être assez de voir des gens comme moi. Vous parlez des chaînes info. Des chaînes info ou des experts, peu importe. Regardez, moi, je suis assis sur un tabouret pivotant en train de vous faire une expertise du journalisme. Les gens en ont marre des experts, si vous voulez. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la presse, du journalisme. Tout à l'heure, vous parliez de Kessel, on pourrait parler d'autres journalistes plus récents d'ailleurs. Notre métier, c'est de se lever, de passer la porte et d'aller chercher l'information et de délivrer cette information. Et qu'est-ce que c'est qu'une information ? C'est une somme de faits vérifiés. C'est pas mon opinion qui n'intéresse personne. Ne bougez pas, c'est l'heure de la loupe. Et cette semaine, Agathe, tu nous parles d'un podcast, un atelier de podcast à destination des jeunes. Oui, sur un ton beaucoup plus léger. À l'origine de ce projet, on retrouve la journaliste Charlotte Bounio, excusez-moi. Elle crée en 2023, en octobre 2023, ces ateliers de podcast où on peut créer du podcast et de la radio pour les enfants. Le but étant de les sensibiliser aux médias, découvrir la citoyenneté, leur apprendre à prendre la parole et les initier au métier du journalisme. Elle réunit des enfants entre 10 et 15 ans, des ateliers de 8 enfants, dans un cadre extrascolaire. Et ensemble, ils vont apprendre à débattre, à s'écouter, tout en développant leur confiance en eux, justement. Des idées, des thèmes abordés, au montage audio, à la création du jingle. Ces jeunes reporters sont aux commandes de leur propre émission. En fait, il y a quelques jours, je me suis fait interviewer par un de ces groupes sur le canal Saint-Martin. Et je vous propose d'écouter l'un des épisodes que ce jeune groupe a fait. Il s'appelle Radio Passerelle et ça donne ça. Bonjour, bienvenue sur Radio Passerelle, merci de nous écouter. Je m'appelle Aster, je suis accompagnée de Victoria et de Sheikh aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes allés dans la rue interroger des Parisiens et Parisiennes, dites-nous en plus. En effet, c'est au bord du canal Saint-Martin que nous avons tendu le micro pour parler des JO 2024. Ce que je peux vous dire, c'est que les JO font beaucoup réagir. Nous avons abordé les passants en leur demandant si les Jeux olympiques pourraient exercer une influence dans leur quotidien. Quel est votre avis sur les JO 2024 qui vont se dérouler à Paris ? Pensez-vous que cela aura une influence sur votre mode de vie au quotidien ? Pour les JO, moi je pense par rapport au transport. Je pense qu'il y aura des problèmes de transport. Moi, ce que je pense, c'est que les billets vont trop augmenter de prix et il y aura beaucoup trop de monde et les prix des appartements et de l'immobilier vont trop augmenter. Alors moi, j'ai la chance de pas prendre les transports en commun. Je suis en vélo et oui, ça va avoir un impact puisque moi aussi je suis journaliste, donc je pense qu'il y aura beaucoup de sujets à traiter et à couvrir là-dessus. Ça va être intéressant. Voilà, aujourd'hui, Charlotte anime 4 ateliers de jeunes reporters. Pour elle, l'enjeu principal, c'est de leur donner confiance, d'oser parler et de tendre l'oreille. Depuis qu'elle a commencé ces ateliers, elle remarque une différence absolument notable entre les premières fois où ils ont pris le micro et aujourd'hui, ils ont gagné en assurance et en développement, et ils ont développé une réelle confiance en eux. Finalement, est-ce que c'est pas ça la clé chez les enfants, leur dire qu'il faut qu'il faut questionner le monde et qu'il faut savoir être à l'écoute ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah si, bien sûr. Alors d'abord, être à l'écoute, oui, c'est une des premières qualités du journaliste. Ça, c'est une chose. Et questionner le monde. Et puis en plus, là, je m'aperçois qu'en fait, les questions qu'il pose, c'est les questions que se posent aussi les adultes. Oui. C'est exactement la même chose. Donc ça veut dire qu'ils ont un petit peu travaillé leur sujet et très rapidement, ils ont posé les bonnes questions. Alors après, savoir être à l'écoute, oui, effectivement, ça, c'est primordial. Et c'est très bien. En tout cas, c'est une très belle initiative. Emmanuel, tout à l'heure, vous évoquiez, Jean-Marie, le fait que vous avez quitté les rédactions avant que certains groupes deviennent les actionnaires majoritaires. Pour cette nouvelle édition de la Semaine de la presse et des médias, le thème « L'info sur tous les fronts » est celui de cette édition. Il comprend celui des risques encourus par les journalistes. Et effectivement, il peut s'agir de menaces en termes de censure. Et peut-on parler de censure dans un pays comme la France, justement, lorsqu'il y a des intérêts financiers, par exemple ? Alors, je ne sais pas bien vous répondre là-dessus, parce que moi, aujourd'hui, je suis journaliste depuis 30 ans environ, et je n'ai pas été confronté à la censure. J'ai la chance de travailler avec des médias qui m'ont laissé faire, globalement, ce que j'avais envie de faire, et je dirais que même, globalement, on me demande assez peu de comptes en général, c'est-à-dire qu'on me fait confiance.
Après, de la censure, je pense qu'il peut y avoir effectivement une censure politique. Ça, c'est autre chose. Et on peut avoir effectivement, moi je le vis d'ailleurs en ce moment, hein, j'ai eu récemment en fait une conférence qui a été annulée sur l'intervention d'un politique parce que je parle de l'Iran et que ce politique est probablement proche de l'Iran et donc ce que je raconte en fait le gêne. Donc cette censure-là, je pense effectivement en fait qu'elle existe aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi une volonté en fait de certains groupes politiques aujourd'hui d'imposer en fait un narratif aux journalistes. Donc moi, vous voyez, ce que je vois aujourd'hui, c'est pas tellement la censure en fait au sein des médias, en tout cas ceux pour lesquels je travaille. J'ai jamais vu ça. En revanche, je vois qu'il y a le souhait d'imposer aujourd'hui un narratif aux journalistes, et que si vous le faites pas, ces politiques en fait vous clouent au pilori en général. Je pense qu'on le voit beaucoup en fait sur le conflit en ce moment qui se déroule à Gaza avec les positions en fait de la France insoumise, moi qui me paraissent assez honteuses et qui essayent en fait tout de suite, comment dire, d'insulter ou de s'en prendre à des journalistes qui ne vont pas dire en fait comme eux ou qui vont simplement essayer de relater des faits. Voilà pour ma réponse. Donc après, chacun parle de son expérience parce que je pense que vous aurez des journalistes qui ont sans doute eu affaire à de la censure, peut-être. Et vous, qu'en est-il de ce narratif imposé qui évoquait Emmanuel, c'est quelque chose que vous partagez ? Oui, c'est quelque chose que je partage et qui ne vient pas forcément d'ailleurs des rédactions des actionnaires. Ce que j'ai connu, moi, au Figaro, donc le groupe Dassault, et au Parisien, le groupe LVMH, plus que de la censure, c'est de l'autocensure. C'est de la censure préventive de la part des journalistes eux-mêmes. Il m'arrivait, moi, en conférence de rédaction, de pouvoir demander un sujet ou de parler d'un sujet et avoir la réponse d'un journaliste qui me disait « Oui, mais est-ce que ça va plaire à l'actionnaire ?» C'est pas la question. Donc ça se généralise ? Vous pensez que c'est quelque chose qui va crescendo et dont on devrait vraiment se méfier ? Je pense que ça se généralise, oui, bien sûr. Il y a une perte d'audace, de courage, d'insolence, etc. Ça, je pense que ça se généralise. Mais quel est le risque à terme dans un pays comme la France Non, il n'y a pas de risque général pour la France ou il y a un risque simplement que la gamelle est bonne à tel endroit et qu'on n'a pas envie de perdre sa gamelle, tout simplement. Oui, mais ça c'est ce que j'ai connu. Je dis ça parce que originellement, la France, c'est le pays de la liberté d'expression Oui, notamment. mais regardez, depuis sans vouloir politiser votre plateau, on n'a jamais eu autant de pression politique depuis ce quinquennat. Moi, j'ai jamais connu de journaliste. Ça fait quand même 35 ans que j'exerce ce métier. J'ai été grand reporter, j'ai dirigé des rédactions, j'ai créé des journaux. J'ai connu très peu de perquisitions. Là, j'en connais, on en voit quand même pas mal ces derniers temps, ou de journalistes menacés politiquement, etc. Donc, c'est peut-être pas un danger, mais enfin, ça existe. En revanche, ce que j'ai connu aussi, puisqu'on parlait de censure, vous savez, la censure, c'est pas seulement la censure politique d'un élu qui décroche son téléphone et qui impose quelque chose. C'est aussi la censure sournoise des annonceurs. On ne peut pas parler de tel sujet parce que le journal perdrait tel annonceur. C'est aussi la censure du politiquement correct ou de ce qu'on se dit en général. Le vocabulaire peut changer tout simplement parce que, on n'a pas envie d'employer, ça ne serait pas politiquement... Voilà. Donc nous, il faut que journalistes, on arrive à se défaire, à se libérer des pressions, quelles qu'elles soient politiques, économiques, sociales, qu'elles soient aussi des pressions de mode, ce genre de choses. Donc la censure existe, les censures existent, l'autocensure aussi, et puis surtout la peur. La peur, évidemment, oui. Je ne parle pas de peur, il n'y a pas de risque physique ou de risque vital. Non, mais par anticipation. Ça pourrait créer un certain inconfort. Voilà. Et Raphaël, une réaction à cet effet ? Oui, tout ce qui est pression, j'ai eu mon lot en 20 ans de carrière, mais quand j'en parle en classe, je fais toujours attention à d'abord brosser un peu le tableau d'ensemble, parce que m'est arrivé d'arriver dans des classes, effectivement, on va sortir le tableau de à qui appartient tel ou tel média, et en fait, ce qui se dégage, c'est tous les médias sont vendus, tous les journalistes sont sous pression, l'information est corrompue. Et c'est difficile derrière de venir expliquer, non, en fait c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas parce qu'un journal appartient à un grand groupe que les journalistes qui font partie dedans ne sortent jamais d'informations, ne font pas du très bon boulot. Il faut quand même... c'est aussi pour ça en véhiculant cette idée-là qu'à la fin les gens vont finir par penser que les non-journalistes sont plus libres, mentent moins que les journalistes. Donc c'est important quand même d'expliquer en fait la réalité des pressions qu'on peut subir en détail, et aussi la réalité
du fait que pour sortir des infos quand on est journaliste, un peu, c'est vrai, quel que soit le média, il faut un peu de courage, il faut un peu d'engagement, parce que ça prend du temps déjà, même dans un média qui respecte pleinement l'indépendance. Tout à l'heure on parlait d'autocensure, on pourrait parler aussi de la paresse des confrères. Je pense que c'est la principale raison qui fait qu'on sort pas d'infos, c'est que des fois on se donne pas les moyens de le faire. Et après, oui, moi j'explique les situations que j'ai pu connaître. Un actionnaire qui m'avait demandé de m'excuser auprès du patron des transports en commun lyonnais pour des enquêtes qu'on avait pu faire. Derrière, à la clé, c'était un contrat publicitaire et c'était un journaliste. J'étais rédacteur en chef. J'avoue que j'ai passé une nuit dessus et puis le lendemain, j'ai dit mais non. Je continue à faire ce travail, je continue à être fier des enquêtes qu'on a sorties, c'était l'intérêt général. Et alors, ça l'a compromis ce deal in fine? Oui, du coup, et puis c'est moi qui ai annoncé à la journaliste concernée que son poste était supprimé. Donc il y a des situations comme ça qu'on peut vivre dans une carrière, j'en ai connu d'autres. Voilà, même la femme du maire de Lyon m'avait giflé le jour de la réélection du maire de Lyon pour des papiers sur des marchés publics. Et c'était aussi une manière quelque part de décrédibiliser, de m'empêcher de rendre ma parole un peu inaudible. Quand il écrit derrière, c'est qu'il se venge. Puis quand je suis parti de Lyon Capitale, c'était après que l'actionnaire ait déclaré publiquement qu'il fallait aider Gérard Collomb à être réélu. Moi, il me l'a jamais dit à moi, mais il l'a dit publiquement devant d'autres confrères. Effectivement, la question a été reposée en conférence de rédaction. Raphaël, l'actionnaire a dit ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on change l'éditorial? J'ai dit, mais non, nous on est indépendants, je suis garant de cette indépendance. L'actionnaire pense ce qu'il veut, nous on continue à faire notre travail. Puis après, l'actionnaire m'a demandé de partir. Ça, c'est pour ce qui est du risque qu'on peut qualifier de moral et éthique. Mais il y a aussi la menace physique. Jean-Marie, je crois que vous revenez d'Israël. Le terrain, c'est votre quotidien. Ça vous est déjà arrivé d'être menacé dans le cadre d'un reportage? Ah, oui. Alors, pas cette fois-là. J'ai beaucoup couvert l'Afghanistan, par exemple, où j'ai été... je ne sais pas si on peut... Oui, menacé, oui, on peut dire ça, avec même un peu plus que menacé, oui. Les talibans m'ont effectivement mis sur une liste des gens condamnés à mort. Oui, ça peut arriver, mais ça... Bon, et comment est-ce qu'on le gère? Est-ce qu'il y a... Pour ceux qui ne savent pas, justement... comment on le gère, si vous voulez? Comment on se protège? Qu'est-ce qu'on met en place? Je ne sais pas répondre à cette question. J'ai été prisonnier en Afghanistan où on m'a fait des parodies d'exécution sommaire. Je ne sais pas comment on gère ça. On attend que ça passe et puis on est dans une autre dimension. Quand on apprend qu'on est condamné à mort par les talibans, il y a deux solutions. Soit on se dit... je ne retourne pas dans ce pays et c'est leur donner raison et que c'est pas bien de baisser les bras, quoi. Donc il faut retourner dans ce pays d'une façon différente, en passant les frontières clandestinement. Ça m'est arrivé d'être condamné aussi, d'être menacé par les narcos en Colombie. Ça fait partie de notre métier, si vous voulez. C'est un peu l'honneur d'ailleurs du journalisme, pas d'un journaliste en particulier, mais du journalisme, c'est d'être là où les gens n'ont pas très envie qu'on mette les yeux dans leurs sales petites affaires. Et nous, c'est d'aller voir ce qui s'y passe. Il faut pas qu'on démissionne. Faut pas qu'on démissionne parce qu'il y a des aboiements, quoi. Je sais pas répondre à votre question. Non, mais c'est très bien, on terminera sur ça. Voilà, je sais pas. Le sens même du métier de journaliste, finalement. Voilà. Merci Jean-Marie Montali, merci Emmanuel Ravazzi et merci à vous Raphaël Ruffier-Fossoul d'avoir participé à notre émission à l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école. Merci Agathe. Merci. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle édition.